Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va vous parler d'affaires. Hein? C'est ça le titre, dans la jungle des affaires. On parle d'affaires, mais on va parler des belles affaires. Ouais, on va parler des Christy de belles affaires. Puis aujourd'hui, j'ai une invitée que je me fais plaisir, à moi, personnellement. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont être contents. Des fois, vous allez peut-être avoir l'impression qu'on n'est plus dans la jungle des affaires, mais revenez avec nous autres, vous allez voir qu'on va être encore là pareil. Parce qu'on a réussi à prendre quelque chose d'émotif, d'humain, puis on a amené ça en affaires. On a créé un modèle d'affaires avec... En tout cas, je vous en dis pas plus. Restez avec nous. Puis je suis encore avec ma co-animatrice de la journée, Lauriane. Bonjour, Lauriane Dionne. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci de le demander. D'Industriel Alliance, Oui. de l'équipe Diamant de Granby. Oui, Je le dis bien? Totalement. Bon, hey, m'en viens pas pire. Vous allez voir Lauriane avec moi plusieurs reprises parce qu'on va faire plusieurs entrevues ensemble. Moi, quand je débarque dans une ville, je reste là longtemps. Hein? On aime ça de même. Première fois qu'on s'est parlé, moi puis Lauriane, j'ai dit, quand j'ai raccroché ou je sais pas trop, on était en Zoom, j'ai dit, es-tu vite? Moi, j'aime les gens rapides. Tu sais, puis toi, il y a des affaires que je t'ai même pas demandé. Tu t'es arrivé, tu t'as dit, hey, tu penses à ça? Hein? Tabarnouche. Là, je disais à ma blonde, aïe, aïe, j'aimerais ça avoir une Lauriane dans chaque ville. Non, mais c'est vrai. C'est allé vite. Puis on a connu l'Industriel Alliance, puis une belle personne. Aujourd'hui, Caroline, qu'on salue. Aujourd'hui, aujourd'hui, là, présentement, on est avec Annick Bourbonnais, grâce à toi. Mm-hmm. Bonjour, Annick. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Oui. Vraiment contente d'être ici. Ça paraît dans tes yeux. Hey, merci. Oui, ça paraît dans tes yeux. Non, mais tu dégages beaucoup. Les gens doivent peut-être te le dire souvent aussi. Ça doit être une belle qualité que les gens te mentionnent, mais je trouve que tu dégages une sincérité puis une confiance rapide. Ah, ben là, Ouais. c'est un beau compliment. Oui, Merci beaucoup. c'est vrai. Non, ben, puis moi, j'ai le nez fin. J'ai le nez fin, vous le savez, hein, d'où je viens, je n'avais pas le choix d'avoir le nez fin, tabarnouche. Lui, c'est quoi son nom? Hey, on l'a pas nommé. Ben, on y en donne un, On il va est assez beau, On regardez-moi pourrait ça. l'appeler Annick. Oui, parce qu'Annick, elle a dit que si elle était un éléphant, elle serait 7 éléphants. Oui, à cause de quoi? À cause qu'il y a des belles couleurs? À cause des couleurs, Ouais. à cause qu'il est marginal un petit peu aussi. Il sort de l'ordinaire. Ah, Il attire le regard. Ça suit ce que tu as dit. Je le trouve magnifique. hey, c'est extraordinaire parce que ça, c'est un cadeau que quelqu'un s'est fait au Mexique. Oui, mais j'avais pas suivi la conversation Non, de mais l'éléphant c'est tantôt. Caroline qui me l'a dit. Elle dit, Ok. j'ai acheté ça au Mexique. Fait que lui, il attendait de se faire ramasser par l'équipe Industriel Alliance parce que vous savez, l'éléphant, hein? Hey, là, si vous ne savez pas encore que l'Industriel Alliance, il y a un éléphant, là, Seigneur. D'ailleurs, Lauriane, avant qu'on tombe dans le dossier avec Annick, ça veut dire quoi l'éléphant de l'Industriel Alliance? Pourquoi ils ont pris l'éléphant? Ils n'ont pas pris, je sais pas moi, le chimpanzé. Comment j'ai dit ça? Le chien. Il y avait un G à la place Ouais. du Z, je pense. Le chimpanzé, ça va bien, Reg. On va mettre ça dans le dictionnaire, Félix. Dans le dictionnaire, le petit régent. Ben oui. Non, mais pourquoi ils ont pris l'éléphant? Tu le sais-tu? Est-ce que c'est un coup de marketing ou... Mais là, tu me poses une très bonne question. Oui. Ça fait 130 ans que l'Industriel Ouais. Alliance Ça fait existe, 130 ils m'ont ans pas qu'ils ont... consulté. Non, mais ça fait 130 ans qu'ils ont l'éléphant? Du plus loin que je me rappelle, moi, de mon existence, il y avait un éléphant, mais je pense pas qu'il y a tout le temps eu l'éléphant. Mais je te dis n'importe quoi, là. Moi, je dis que l'éléphant représente la puissance. En 97, y avait-tu un éléphant quand tu oui. étais Ah oui. en assurance? Moi, j'étais avec la Mutuelle du Canada à l'époque, et puis je me rappelle même pas qu'est-ce qu'Industriel avait comme logo. Moi, j'ai des souvenirs des pubs d'Industriel Alliance dans les années 90. Puis Il y avait Il y avait l'éléphant. hein? l'éléphant. Oui. Parce qu'il me semble qu'ils ont joué avec l'éléphant dans toutes les façons Oui. possibles. Ouais. Tu sais, le logo, là, ils l'ont bâti. Oui, t'as tellement raison. Totalement. Mais en tout cas, C'est bref. Une grande mémoire sagesse. d'éléphant, peut-être? La sagesse, Ouais, peut-être. La sagesse. La mémoire, hein, Ouais, quand on ouais. dit mémoire d'éléphant. Ouais. Après ça, moi, je vois ça massif, puissance, sécurité, Ou un protecteur. protecteur. Tu sais, je sais pas si je me cacherais en dessous d'un éléphant, peut-être.
Hein? Si t'étais un bébé éléphant, peut-être. Si t'es pas un bébé éléphant, je le testerai pas. T'as pas d'affaire là. T'as pas d'affaire là. Ma belle Annick, écoute, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer un peu c'est qui cette madame-là. Non, mais je fais ça depuis un petit bout. Je suis très curieuse de savoir. Ben, c'est parce que, puis c'est un conseil, je vous donne, les gens, si vous voulez connaître quelqu'un vraiment, avant de lui parler ou de la rencontrer, peu importe, demandez à ChatGPT de vous faire une petite recherche. Ben, je dis ChatGPT, ça peut être Claude, ça peut être Perplexity, ça peut être, peu importe le moteur que vous avez, Gemini, peu importe. C'est que tu lui donnes le site Internet, la page Facebook, la page LinkedIn, quelques liens. Et puis là, tu lui dis, parle-moi donc de cette madame-là. Tabarouette, j'en ai à peu près 10 pages. Je suis en train d'écrire un livre sur Annick. Fait que si tu as le goût d'écrire ta biographie, appelle-moi, je te transférerai toutes mes données. Non, mais c'est vrai, tu sais, on a parlé d'un parcours atypique, on a parlé de moi, ce que j'aime, puis on va en parler, tu as pris quelque chose d'humain, puis tu en as fait une business. C'est hot, ça. C'est bravo. On va parler des enjeux de la maternité. C'est quoi ça, la maternité? Pour le moment, c'est juste des femmes. Ben, je dis pour le moment, parce que là, à un moment donné, à la vitesse que ça se passe, là, la science, on le sait plus. On va peut-être bien accoucher d'un enfant à 70 ans. On le sait. Non, mais c'est tellement fou. Les défis des gens aussi qui accompagnent ces gens-là. Puis aussi, on va parler de l'après. Ouais. Qui est beaucoup plus long que le pendant. Ben voyons, le pendant, ça dure, pour certains, 2-3 heures, pour d'autres, 24 heures. 2-3 jours, des fois, mais 2-3 jours. sur une vie d'enfant, c'est très court, quand même. Sur une vie d'enfant, c'est vrai que c'est court. Puis c'est pour ça qu'ils en veulent un deuxième. Ils ont oublié la douleur, la souffrance au premier. Moi, ça m'a pris 10 ans, tantôt, tu Ben riais, oui. ça m'a pris 10 ans à oublier. 10 ans de différence, elle, entre son deuxième et son troisième. Mon premier et mon Ton deuxième. premier, c'est ça. T'en as eu 2 autres après. La barouette, bravo. Écoute, je ne sais pas par où qu'on va commencer. Il y a beaucoup de stock, mais une chose est sûre, Annick, je veux que tu me racontes pourquoi une fille décide de devenir entrepreneur. Il était où le déclic de ça, là? Je pense que c'est parce que j'ai jamais trouvé ma place nulle part. Tu sais, à l'école, j'arrivais pas à rentrer dans l'espèce de rang dans lequel on me mettait. D'ailleurs, on me mettait toujours en arrière parce que j'avais une tête de plus que tout le monde. Fait que je pouvais comme traîner, sortir du rang. Annick, elle va être dans le rang. Puis je me reconnaissais pas dans ce qu'on me proposait comme modèle, comme les attentes qu'on avait envers moi. Ouais. J'étais toujours très performante et respectueuse de l'autorité, là. Mais c'est ça. L'adolescente était marginale à côté, puis l'adulte aussi. Puis Une petite tannante, peut-être, un peu? Un côté rebelle, non? Ben oui, à l'adolescence, mais pas... je pense pas que j'étais tannante à la base, parce que j'étais très conforme dans... J'étais la rebelle, la protectrice de la gang. On ne pas ça, c'est dangereux, tu sais. J'étais pas une vraie rebelle. La rebelle gentille. J'étais la rebelle prudente. La rebelle prudente, c'est bon, ça. Ben c'est ça, ça fait pas partie de moi d'être intrépide, là, tu sais, je suis pas ça. Mais mon côté, ma rébellion est venue parce que la situation était difficile, parce que c'était pas facile ce que je vivais dans ma vie personnelle. Fait que j'ai abandonné l'école, j'ai été faire une attestation d'études secondaires, j'avais 22 ans. Okay. Après ça, je suis allée faire une attestation d'études collégiales à 29, 30 ans. Tu voulais reprendre le temps? Tu voulais reprendre le passé ou... Ben, est-ce que tu aurais pu t'en passer? À 16 ans, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, là, je n'avais aucune idée. Gamin, puis j'étais on a parlé tantôt déçue, puis pessimiste, oui. puis amère, puis désabusée de la vie, là. Fait que ça fallait que j'expérimente des choses, fallait que j'aille vivre, j'aille marcher la route de la vie, puis aller à ma rencontre à travers ça. C'est qui Annick? C'est qui Annick? Puis qu'est-ce qu'elle a à offrir, elle, au monde? Parce que je partais vraiment d'un espace pauvre, autant financièrement que au niveau des ressources, qu'au niveau de l'encadrement. Tu sais, il y avait vraiment il y avait des gros défis. Puis la vie était vraiment super généreuse avec moi parce que, peut-être parce que je suis prudente, là, mais tu sais, je me suis retrouvée dans des situations là, compliquées. Là. Oui. Dangereuses, compliquées, malgré moi. Est-ce que tu peux nous en raconter une? Ça se raconte-tu? Ça se raconte bien dans une biographie.
On va l'ajouter, parce que je ne l'ai pas vue, celle-là. Ben, parce que j'en ai pas vraiment encore parlé publiquement, mais c'est ça. Mettons que mon adolescence s'est faite avec beaucoup de heurts, puis c'est ça, de défis. Plus de bas que de haut, peut-être? C'est ça, beaucoup de bas. Puis, arrivé à l'âge adulte, ben il y a eu vraiment une cassure. Je me suis retrouvée sans domicile fixe pendant 3 mois, sans parents, sans rien. J'avais 18 ans, il fallait que je me débrouille. Puis, j'ai été chanceuse de croiser des gens qui m'ont portée à ce moment-là, qui m'ont soutenue à ce moment-là, parce que j'étais clean, j'étais une personne drette, j'étais très engagée dans ma communauté, dans le bénévolat, mais ma vie, c'était le chaos. Et là, j'ai croisé des gens qui m'ont toujours tendu une perche. Au fur et à mesure de ma route, j'ai reçu beaucoup de perches. Puis je pense que j'ai beaucoup de gratitude pour les perches qu'on m'a tendues, puis je me félicite de les avoir attrapées. C'est ça, c'est exactement. Parce que j'aurais pu me perdre. J'aurais pu me perdre dans les bas-fonds avec des gens pris là-dedans. Je côtoyais des gens qui avaient des plus gros défis que moi encore, fait que ça me faisait sentir bien parce que je me sentais la moins poquée. La moins poquée. On peut en rire aujourd'hui, mais c'est ça. Puis, à 22 ans, 23 ans, je reçois un coup de téléphone, puis c'est la sœur d'une de mes grandes amies qui me dit qu'elle est malade, puis que mon amie est malade, puis qu'elle va mourir, puis qu'elle aimerait ça me voir. Ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue. Puis moi, à ce moment-là, je sors d'une thérapie cognitive sur l'anxiété. J'ai un trouble d'anxiété généralisée. Fait que les anxieux, surtout généralisés, la mort, la maladie, l'hôpital, c'est pas nos sujets préférés. Non. Mais là, mon amie est dans une situation difficile. C'est important. Le cœur est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Oui. Fait que j'embarque dans mon auto ce soir-là. Je tremble. Je suis complètement dépassée par la situation. Ben ouais. J'arrive à l'hôpital. Je rentre dans sa chambre, puis ça a été là, une révélation. Il était hors de question que je sorte de cette chambre-là tant et aussi longtemps qu'elle était là. Puis j'ai passé les 2 derniers mois de sa vie avec elle tous les jours. Et on s'entend, là, moi, là, la mort, les piqûres, la maladie, le cancer, c'est des déclencheurs. Oui. Mais par amour pour elle, je choisis de passer par-dessus ça. Puis cette rencontre-là a été vraiment déterminante parce que ce qu'elle m'a offert, c'est de découvrir qui j'étais à l'intérieur de moi, ce que j'étais capable d'offrir comme humaine. J'étais capable d'être là dans des tempêtes indescriptibles. J'étais capable de me tenir debout puis de lui tenir la main pendant que c'est difficile, puis de tenir la main de sa sœur, puis de sa mère, puis d'être là, puis d'être une espèce de vent de fraîcheur dans cette chambre-là qui était un peu... Plutôt que d'être dans ton anxiété, puis dans... Complètement. Complètement. Mon anxiété, là, c'était mis de côté. Est-ce que c'est peut-être le déclencheur pour la guérison de cette anxiété-là, peut-être? Elle est toujours là. Oui. Elle est toujours là, mais je pense que cette situation-là m'a donné les moyens d'apprendre à la maîtriser. À la maîtriser. Par amour pour elle. Je comprends. C'est super important, ça, parce que... C'est fort, l'amour, là. Si tu l'aurais pas fait pour toi, mais pour elle, t'étais prête. Ouais. Pour elle, dans cette situation-là, fait que ce que je peux faire par amour, tu sais, tant et aussi longtemps que je suis à la merci de mes peurs, bien, je suis limitée. Ça va toujours être ça, ma prison, ma cage, c'est mes peurs, c'est les limites que j'ai définies. Oui, que tu as définies. Que j'ai définies, ou que la vie m'a obligée à acquérir. Mais l'amour, c'est vraiment l'espèce de corde, c'est le crochet qui te permet de t'élever par-dessus ces murs-là. Puis cette situation-là, c'est là que ça a commencé. Puis là, tu avais 23 ans? 23, oui. T'es quand même, à 23 ans, t'es quand même une jeune femme, là. Je veux dire, c'est pas... Wow, bravo. Ta situation te permettait, tu sais, la situation qui était si négative, avant de rentrer dans cette chambre-là, te permettait de pouvoir dire « Hey, regarde, j'ai 2 mois, puis je vais être là. » Oui. Oui. On a eu tellement des belles conversations, puis ça a été... Puis, tu sais, ça a été mon premier rapport à la mort, tu sais, de proche, là. J'étais présente quand elle est partie avec sa mère, sa soeur. On s'est vraiment fait une bulle de femmes autour d'elle. Puis, à travers l'épreuve, chaque personne réagit différemment. Oui. Mon amie qui vivait ces derniers moments, sa famille, nos amis qu'elle m'a demandé de retrouver dans une époque où on n'avait pas Internet. J'ai
j'ai retrouvé tout notre groupe d'amis. On faisait de la nage synchronisée ensemble. On était 4 ans ensemble, tous les jours dans la piscine, à faire des compétitions ensemble. Puis tout ce qu'elle a observé, moi, ça m'a appris sur la vie, là. Parce qu'une s'était mariée, une autre avait eu un bébé. Puis elle n'aurait jamais l'occasion de vivre ces choses-là. Fait que je la voyais vivre par intérim des histoires de vie auxquelles elle n'aurait pas accès. Puis c'est comme si elle m'avait donné la clé du sens de la vie. Oui, c'est bon. Mais moi, je t'écoute depuis tantôt, puis maintenant, je sais qu'est-ce que toi, tu fais. Tu dis, tu sais, que la mort et tout, c'est des sujets qui vont te trigger, mais au final, t'en parles beaucoup dans ton travail maintenant. Mais c'est plus des triggers, en fait. C'est plus des triggers. Moi, j'accompagne la maladie, j'accompagne la mort, j'accompagne la naissance. Elle m'a donné l'espace pour aller à ma rencontre. C'est ça qu'elle m'a donné. Pendant 2 mois, oui, j'étais là pour elle. Elle avait énormément de gratitude parce que j'étais là puis que je faisais une différence dans sa vie. Mais moi, je veux dire, j'étais tellement en gratitude que... Tu gagnais quasiment plus qu'elle au bout de la ligne, dans la mesure où, comme tu dis, ça allait allumer plein de lumière. Là. Complètement. Ça l'a éclairé mon chemin. Puis dis-moi, là, on parle de maternité aussi parce qu'on va y venir, mais ça a-tu été aussi un élément déclencheur? Est-ce que c'est arrivé dans un événement où il y a une femme proche de toi qui a accouché puis que... Oui? Oui, totalement. Tu peux nous raconter ça? J'ai 19 ans. Ouais. J'ai 2 amis. Bien, j'ai une amie qui est enceinte de son 2e bébé puis qui me demande d'être avec elle pendant son accouchement. Moi, je connais rien là-dedans. Mais c'est ça la vie, c'est qu'elle voyait quelque chose en moi qui lui faisait du bien puis qui était pertinent dans son espace. J'assiste à cette naissance-là, j'habite avec elle à ce moment-là, on est colocataires. Puis 6 mois plus tard, une autre de nos amies, elle aussi enceinte, décide de quitter son conjoint puis de venir vivre avec nous autres. On était toutes les 3 dans des situations compliquées, puis on a décidé de se rassembler pour s'entraider. Fait que j'assiste à 2 naissances en 6 mois. Puis moi, je pense que la salle d'accouchement, c'est réservé aux infirmières et aux médecins. Puis dans l'expérience que je vis avec ces amis-là, je me reconnais pas dans aucun de ces rôles-là. Tu sais, ils rentrent, ils viennent prendre des signaux, ils repartent. Tu sais, ils posent une question, ils repartent. Moi, j'étais l'amie qui était là de la première contraction jusqu'à après, tellement que je retournais à la maison avec eux autres. Puis tu sais, je veux dire, c'était vraiment une relation de proximité. Je ne sais pas, moi, que ça, c'est un métier. C'est quoi ton rôle? Oui, c'est ça. Je le découvre 10 ans plus tard. Ou tu le crées, peut-être? Non, je le découvre parce que ça existait. Ça existait? Les doulas, à l'époque? Les doulas existent depuis très longtemps. Bon, là, ceux qui se demandent c'est quoi les doulas, ben allez sur Google, DOULAS. Non, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont dire c'est de quoi qu'ils parlent, les autres, là, les doulas? Bien, les doulas, c'est pas une sage-femme. Une sage-femme, c'est un professionnel de la santé. Une doula, c'est une accompagnante à la naissance. C'est une personne qui est dans la relation, qui est dans la transmission, qui est dans le soutien, qui est dans l'écoute, qui est dans la bienveillance, qui est dans la présence. Tout ce que le mari doit faire quand son épouse est dans le bain. C'est un mari 2.0 qui a moins d'implication mentale. C'est complètement différent parce que le mari est impliqué émotionnellement. Il vit sa propre expérience. Il devient père. Il ne peut pas devenir coach pendant qu'il est élève. C'est des rôles complètement différents. Ça, je comprends. Complètement. Très complémentaires, d'ailleurs. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui vont dire qu'on est une doula à partenaire plus qu'une doula à maman, finalement, parce qu'on travaille en arrière du partenaire. Tu sais, on soutient. Tu vas aider presque autant le conjoint ou la conjointe, peu importe, que la femme qui accouche. Exactement. On est vraiment là en soutien. Fait que c'est ça. Je découvre ce métier-là 10 ans plus tard, quand je travaille à Sainte-Justine. Je suis sur l'unité mère-enfant, pas pour rien. Cette clientèle-là m'appelait. Puis là, je découvre ce métier-là, puis je suis complètement subjuguée. Là. Ma soeur, elle vient de donner naissance avec sa doula, puis moi, je suis là, puis je pose plein de questions pendant que ma soeur, elle contracte à côté. Je suis totalement inappropriée. Je veux apprendre le métier. Je capote ma vie. Oui. Puis 3 mois plus tard, je tombe enceinte de mon premier bébé, puis j'engage cette doula. Puis vraiment, il y a eu un coup de foudre professionnel entre elle et moi. Je lui partage mes aspirations, que je trouve ça vraiment le fun. Puis elle me dit, ben écoute... mais c'est ça, j'ai un gros projet qui s'en vient. Je veux pas trop me défocusser. Fait qu'on est d'accord pour s'en reparler plus tard. Toi aussi, t'es enceinte? Je suis enceinte. Au moment où j'engage la doula, je suis enceinte. Oui. Pour vrai? Oui, mon premier bébé. Puis là, elle était super respectueuse de mes limites par rapport à ça. Elle m'en reparle seulement en postnatal. Quand elle vient à la maison, elle me dit « Puis, tu veux-tu faire ça dans la vie? » Hey, là, mon bébé a 7-10 jours, là. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus quel jour on est, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois j'ai pris ma douche, puis elle me parle de changer de métier, je suis comme à tapeux, là. Mais laisse-moi le temps, là. Je suis une fille de parole. J'ai dit que ça m'intéressait.
Fait que j'ai dit, ouais, c'est vrai. Parce que là, elle me ramène, là, elle me dit, tu sais, durant un congé maternité, changer de métier, devenir doula, c'est un beau timing, là, tu sais, pour faire une manœuvre comme celle-là. Je dis, OK, donne-moi les coordonnées de l'école, on va aller voir. Puis là, j'appelle l'école, puis ils me disent, ça commence dans 2 semaines. Ah ouais, je peux t'amener mon bébé? Ben oui. C'est clair. Bon, ben où est-ce que je signe? C'est parti, on retourne. Fait que je suis embarquée sur les bancs d'école avec ma fille. Elle avait 4 semaines. Puis j'ai fait ma formation pendant sa jeune enfance, les mois qui ont suivi. Puis j'ai commencé à accompagner, elle avait 1 an. Puis ma doula a été ma doula, elle m'a mentorée dans la maternité. Puis elle m'a mentorée dans mon métier aussi. Cette femme-là, je lui dois beaucoup. Est-ce qu'elle est encore vivante aujourd'hui? Elle est encore vivante. On peut la saluer, peut-être? On peut saluer Marilyn Vaillancourt, qui pratique plus comme doula, mais qui est une femme extraordinaire. Marilyn, merci. Merci d'avoir été là parce que quand je dis que la vie est généreuse, elle place les bonnes personnes sur ton chemin, elle aussi, elle m'a tendu toute une perche parce que j'aurais passé tout droit, j'aurais été dans ma maternité, puis c'est OK, là, je veux dire, t'es pas obligé de te diviser de même, là. Mais je pense pas que j'aurais eu l'occasion de faire un geste comme celui-là. Il y a de plus en plus de demandes pour ça, hein, je pense. Oui, il y a de plus en plus de doulas, puis il y a de plus en plus de demandes parce que les gens connaissent mieux ce que c'est, connaissent mieux leurs options. Je pense aussi qu'on est dans je pense qu'on prend conscience collectivement que le réseau de la santé est à saturation, il y a ses limites. Puis, je pense qu'avant, on se faisait un peu à croire que c'était suffisant, mais de toute évidence, quand on traverse des périodes de crise, puis devenir parent, c'est une période de crise, une période de transition, de grand bouleversement. Oui, surtout quand c'est ton premier. Surtout quand c'est le premier. Fait que, qu'est-ce que le milieu dans lequel tu évolues est capable de t'offrir? Bien, ils vont s'assurer de ta santé, de la santé de ton bébé. Tu sais, c'est ça leur engagement, mais du point de vue humain. Puis c'est vrai dans la mort aussi, hein? Le côté humain, le côté accompagnement, le côté présence, d'avoir un point de repère, une personne de référence, ça fait toute la différence. C'est ce qui vient adoucir alors que tu es dans un espace de grand bouleversement. J'aime ça. Tu dis souvent le mot « espace ». Oui. Mais je veux t'entendre là-dessus parce qu'on en parle beaucoup. Tu en parles beaucoup aussi dans ton... Parce que, tu sais, en finance, on va parler des fois des mots. En podcast, on va parler... Toi, tu parles souvent d'espace. Ouais. C'est quoi pour toi? Pour moi, un espace, ben, c'est que ça fait référence, c'est pas nécessairement temporel. Tu sais, on peut parler d'une période de temps, mais le temps, c'est relatif, puis un espace, c'est là où tu existes pendant une période donnée, mais on le sait pas combien de temps ça va durer. Fait qu'un espace, pour moi, c'est comme un univers. C'est l'univers dans lequel tu es pendant que tu deviens parent, pendant que tu perds un proche, pendant que tu fais face à la maladie, pendant que tu te sépares. C'est dans cet espace-là, dans cet univers-là, il y a plein de choses qui existent, qui n'existaient pas avant, puis qui vont probablement pas nécessairement exister après non plus. C'est temporel, autrement dit. Ça a une séquence, ça a un début puis une fin. Ça a un début puis une fin. Puis on le vit pas de la même façon. Je veux dire, ma séquence de maternité, mon espace de maternité a peut-être duré plus longtemps que la tienne ou moins longtemps que la tienne. Donc, tu sais, je pense que c'est pas pareil pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis c'est ce qui fait que ton métier est aussi unique. Là. Oui. Puis ça, c'est ça, la magie, c'est que, tu sais, moi, là, je me suis préparée, j'ai lu des livres, j'ai fait de la préparation, j'avais une doula, puis, tu sais, je me considère comme une personne qui était vraiment investie dans sa démarche. Mais tabarouette que j'ai frappé un mur après. Quand je suis rentrée chez nous, quand c'est arrivé dans mes bras, cette affaire-là, là, puis que ça pleurait tout le temps la nuit, puis je comprenais pas pourquoi, puis là, elle avait l'air d'avoir faim, finalement, elle avait pas faim, puis là, elle voulait tout le temps être avec moi, mais il faut pas trop que je la prenne, puis là, ben, faut qu'elle s'endorme toute seule dans son... parce que c'est dangereux, mais là, elle veut juste être avec moi tout le temps, fait que là, je dors plus, puis... Mais à qui tu poses toutes ces questions-là? Je me suis adressée à plein de monde autour de moi, puis personne n'avait la même réponse. Il n'y a pas de livre. Ben non! Il y en a un livre, mais il change souvent. Ouais. Parce que moi, le 10 ans que j'ai eu entre les deux, c'était pas la même affaire. Genre, tu couches ton enfant sur le côté, non, tu le couches sur le dos, non, tu le couches... je sais, c'était pas la même technique de genre... Mon plus vieux à mon plus jeune, ça a tout changé. Fait que là, même si c'est ton deuxième, parce que tantôt, tu disais comme le premier... c'est plus... Mais le deuxième aussi, dépendamment du temps entre les deux. Puis, tu sais, des fois, c'est comment tu gestionnes le premier pour pas trop le laisser de côté. Ouais. Imagine vos mères, comment ils voient ça. La mère de la mère, tu sais, qu'elle dit, elle, dans mon temps, tu sais, mais c'est vrai ce qu'elle dit, que dans son temps, c'était pas grave, ou ils pouvaient faire ci, ils pouvaient faire ça. Puis qu'aujourd'hui, c'est plus bon, tu sais, fait qu'ils ça a évolué, mais ça l'a fait des femmes que vous êtes. Non, mais tu comprends mon point? C'est que la...
Je vais m'expliquer comme il faut, là. Là, je suis en minorité, hein. On file la cassette, en part. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as la mère qui a eu une fille, qui est rendue une belle grande fille, qui fait aussi un enfant. Ouais. Qui va accoucher d'un enfant. Donc, elle a quand même fait un beau travail du moment où que vous êtes rendu mère vous-même. Tu sais, moi, fait que la mère, elle, quand vous étiez tout petit, ben ce qu'elle faisait, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, puis elle était encore bien moins outillée qu'aujourd'hui. Puis ça reste que vous avez donné naissance. Fait qu'elle a quand même fait du beau travail. Tu comprends mon point? Je pense que chaque génération fait vraiment de son mieux. Puis pour avoir vu des centaines de naissances, donc des centaines de familles naître, même chez les gens les plus démunis, les plus poqués, fondamentalement, tout le monde a le même objectif. Que tu fasses 10 000 par année ou 350 000, tu veux le meilleur pour ton enfant. Oui. Mais ton meilleur, son meilleur, l'autre meilleur, c'est pas le même meilleur. Différent. Ça se définit pas de la même façon. Puis c'est ça qu'il faut être capable de reconnaître. Qu'est-ce que tu es capable de donner? Puis qu'est-ce que tu es capable d'offrir? Puis est-ce que ça, c'est en corrélation avec ce que ton enfant a besoin? Puis si c'est pas le cas, comment on peut compléter ça? Oui, mais ça, notre c'est réseau, bon, il n'est pas là. Il n'y a pas de réseau par rapport à ça. Il n'y a pas de village par rapport à ça. On est dans une parentalité extrêmement rigide. Puis j'aimerais ça qu'on revienne à une parentalité fluide. Qui se moule, qui se déplace. Qui s'ouvre un peu aussi, peut-être. Oui, aux nouveautés. Dans laquelle on peut se sentir suspendu, on peut se baigner dans cette parentalité-là plutôt que d'être toujours en résistance. Toujours se juger aussi, parce que combien de fois j'entends des mères ou des femmes qui veulent devenir mères dire « Oh non, moi, mec, j'ai un enfant, jamais qu'il va faire ça. » Puis finalement, t'as l'enfant, puis il fait ça. On dit pas pour rien que les parents parfaits, ils n'ont pas d'enfants. Ouais. Parce que j'ai été cette mère parfaite-là avant d'avoir des enfants. Là, c'est ça. Moi, ça ne sera pas comme ça. Oh non. Puis moi non plus. Puis Puis là, quand tu arrives, c'est toi qui es la maman. Dis-moi, quand tu arrives là, à l'intérieur, exemple, on va prendre une chambre d'hôpital ou peu importe un endroit, comment le monde médical vous perçoit dans votre métier? Bien, je vais toucher du bois, là. Moi, j'ai eu que des extraordinaires expériences, très positives. Non, mais tu comprends ma question dans la mesure où je vois ça un peu comme Caroline, j'avais un exemple tantôt, le chiro, le chiro versus le docteur, le physio. Tu sais, il y a des métiers, des fois, qu'ils sont... Bien, c'est sûr qu'il y a un décorum dans le milieu médical. Oui, c'est ça, peut-être décorum. Des fois même, c'est un peu prétentieux, là, tu sais. Il peut y avoir, de l'ego aussi, là, dans tous les milieux, il y en a. Mais, tu sais, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, on m'avait dit, il y a un décorum. Ici, les médecins, c'est les patrons. Tu fais ce qu'ils demandent, puis c'est ça qui est important, tu sais. Ça m'avait vraiment impressionné, là, d'entrer dans cet univers-là. Mais finalement... Tu l'as pas senti comme ça? Bien... c'était très différent d'une personne à l'autre. Fait que c'est pareil. Comme dans n'importe quel métier. Exactement. Industriel Alliance, t'as des gens, des fois, qui vont entrer là-dedans et ils pensent qu'ils vont virer à terre en envers. Non, mais... Oui, puis l'ego est présent chez certains. Puis gros égos. Puis tu sais, attends un peu, moi, je vais en vendre de l'assurance vie, moi, hey. Watch-moi bien aller. Watch-moi bien, tu sais. Non, mais c'est vrai. Bien, je pense que ça m'a aidé peut-être là, d'avoir déjà été en contact avec ce milieu-là. Parce que t'étais là avant, toi. J'étais là avant, dans une autre position. Puis, fait que ça m'intimidait pas tant. Puis en même temps, moi, je reviens toujours à la base. On est tous des humains. Là. On est tous des humains, absolument. On est tous des humains avec des connaissances, des compétences différentes. Puis la magie, c'est quand on travaille de façon complémentaire, en force complémentaire. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je porte. Comment je peux venir compléter, bonifier, amplifier, faciliter. T'as pas la prétention de prendre la place du docteur. Hey, zéro. Toi, tu viens accompagner justement ton... Puis corrige-moi, là, parce que là, je vais affaires, business aussi de temps en temps. Dans la jungle des affaires, on n'a pas le choix de parler de business, un peu. Mais je veux dire, ta façon d'être rémunérée, c'est la femme qui donne naissance? Bien là, il faut que je clarifie quelque chose. Oui. C'est que j'accompagne plus de naissance depuis... je suis plus présente sur les accouchements. Bon, mais là, ChatGPT, il est dans le champ, là. Là, tu fais des conférences? Oui. Mais je veux quand même, tu sais, je forme des accompagnantes depuis plusieurs années, depuis presque 10 ans maintenant. Fait que je continue d'accompagner les accompagnantes dans leurs accompagnements. Fait que c'est un rôle qui est différent. Mais tu sais,
je vais l'expliquer quand même. Les parents engagent une doula, c'est eux qui vont la payer. Puis souvent, c'est couvert par leurs assurances. Si la doula, elle a un titre de naturothérapeute en périnatalité, par exemple, naturopathe en périnatalité, fait que c'est couvert par les assurances corporatives. Fait que ça fait en sorte que c'est presque gratuit, finalement, quand on a des assurances. Quand on n'en a pas, c'est différent. Il y a des organismes aussi qui offrent des services d'accompagnement. Souvent, c'est pour des gens qui ont un faible revenu ou qui sont à un croisement de vulnérabilité, ou tu sais, chaque organisme a sa mission, mais les doulas sont de plus en plus intégrés dans différentes couches, de différentes façons, parce que, puis je le crois là, profondément, je pense que le changement dans le monde qu'on veut voir, il va passer par les doulas, dans le sens que il va passer par des postures d'accompagnement. Puis une posture d'accompagnement, tu peux en avoir une dans ton travail avec nous en ce moment, tu peux en avoir une dans ton travail, tout le monde peut avoir une posture d'accompagnement. C'est quand tu travailles avec des forces complémentaires. Comment je peux venir améliorer la situation? Comment je peux bonifier, amplifier, faciliter, simplifier? Avec mes connaissances, avec mon expérience, avec qui je suis. Puis à partir de là, on crée un monde meilleur, là, c'est incontournable. C'est merveilleux de t'écouter parler, hein, quand même. C'est quand ta prochaine conférence publique? Moi puis Lauriane, on achèterait un billet tout de suite, là. J'en ai 2 dates qui s'en viennent. Ben, dis-nous ça. On a le droit de se plugger, là, dans un podcast. C'est fait pour ça? Oui, c'est fait pour ça. On veut pas que ce soit intemporel, les podcasts. On s'en fout. Nous autres, on veut des dates, Si jamais vous êtes là puis vous l'écoutez en retard, ben c'est votre problème. Nous autres, on aurait eu l'exclusivité. C'est des dates rapprochées, beaucoup? Ben, il y en a une qui s'en vient le 21 juin. Elle va être sortie, notre entrevue, 21 juin. Bon. Ben oui. Ben, parfait. Oui. Fait que le 21 juin, ça se passe à Autobahn Park. C'est la navigatrice qui organise une journée de conférence. La navigatrice, ça me dit de quoi, ça? Oui. André-F. Plamondon. Oui, OK. Elle écrit un livre. Donc, toi, tu es dans son panel de conférencières. Cette journée-là. OK. Puis, je suis porte-parole du Salon de l'éveil périnatal qui va avoir lieu les 25, 26, 27 septembre. Puis, je vais donner une conférence le dimanche 27 septembre. Puis, ta conférence, elle porte sur un peu toutes sortes d'affaires ou tu as un sujet en particulier dans ton univers? Pour le Salon de l'éveil périnatal, je vais parler du deuil de l'enfant parfait. Oh! Attends un peu, là, wow. Le deuil, on parle pas d'un deuil, là, un vrai deuil dans le sens d'un vrai décès, là. On parle pas d'un décès. OK. Parce que quand on dit deuil puis enfant, naissance, me semble ça brasse. Tu filais plus bien, là. Non, on file pas dans ce temps-là. Mais tu disais, bon, le deuil, ça veut dire que l'enfant parfait, on va le tasser, là-dedans, là. On va le transformer. Explique-nous. Oui, je vais le faire. Oui. Ouais. Parce que là, tu vois que j'ai rien compris, c'est ça? Hein? Une phrase, tu as le bénéfice du doute encore. Le deuil de l'enfant parfait, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on a toutes des aspirations, une idéalisation de ce que va être notre maternité, notre enfant. Tu sais, on disait, quand je vais avoir des enfants, moi, ça va se passer de même, de même, puis ils vont faire ci, puis ils feront pas ça. Je comprends. Le deuil de l'enfant parfait, déjà, il est inévitable pour tous les parents. Oui. Mais il est encore plus important quand ton enfant, il rentre dans aucune cause. Quand ton enfant, il est particulier, quand il y a des besoins particuliers, quand il y a un handicap, quand il y a une maladie, le deuil de l'enfant parfait est encore plus prononcé dans des circonstances comme celle-là, parce que non seulement c'est difficile d'être parent, non seulement on est confronté à soi-même constamment, mais là, en plus, on est confronté à l'adversité, puis il n'y a aucune certitude sur l'avenir. Puis quand devenir parent, là, c'est un acte de foi, c'est mettre au monde l'avenir, c'est penser demain. Puis c'est difficile de penser demain. Vous avez tout les femmes qui ont des enfants, ils ont tout mon respect. Pour vrai, là. Mais tu as des enfants aussi. Oui, mais je veux dire, tellement, ça m'impressionne, les femmes. D'abord, vous avez plein de chapeaux. Puis c'est pour ça que je suis bien féministe à mes heures. Surtout les femmes qui gèrent, les femmes entrepreneurs, les femmes... tu recules pas de 100 ans, là. Tu recules de 25-30 ans, là, puis c'était pas ça. C'est quand même... Il a fallu déjà qu'on prenne le droit de le faire. Ben oui. C'est ça. Qu'on aille le chercher, le droit de le faire. En plus. On a le droit d'avoir un compte bancaire depuis les années 60 sans que quelqu'un signe pour nous autres. Imagine, là. Puis depuis quand les votes? Moi, c'est les votes, ça m'a choqué quand j'ai... Les premiers votes que les femmes avaient le droit de faire, c'est pas loin, là. C'est 60, 50, 60? Bien, ça dépend de quel palier tu parles, parce qu'il y en a un qui est en 1900...
14 de mémoire. Ouais. Puis il y a un autre dans les années 40. 40. Imagine, c'est quand même pas loin dans l'histoire, là. Non, c'est pas loin. On n'est pas dans les milliers d'années, là. C'est pas dans notre ADN. En fait, le monde qui ont vu le droit de vote apparaître sont encore vivants. Pour moi, ça veut dire que ça fait pas longtemps. Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que ben oui, c'est là notre ancrage, hein. On se dit, bon, si... C'est comme la Deuxième Guerre mondiale, ben on en voit de moins en moins des militaires qui l'ont vécu. Tu sais. Quand on dit conférencière engagée, puis quand on dit conférencière normale, tout court, c'est quoi la différence? Ben, je sais pas. Je pense Parce que toi, les sujets sont engagés. On te considère comme une conférencière engagée. Oui, ben je pense qu'il y a une militante en moi qui est présente, qui aime ça, adresser des sujets qui sont des fois souvent inconfortables. Moi, j'aime ça, parler de choses inconfortables. T'es sur le terrain, toi? Ben, possiblement. J'aime ça initier une réflexion. J'aime ça que ça transforme un peu, tu sais, qu'il y ait un avant-après, puis que chacun repart avec quelque chose qu'il a reçu à ce moment-là, puis c'est différent pour chacun, mais c'est engagé dans le sens que je m'engage à faire une différence. Mais moi, je me rappelle d'un texte que tu avais fait, puis je me rappelle plus c'est dans quel... Tu sais, là, quand ça part de croche déjà de même, là. Et de mémoire, c'est l'enfant qui était décédé, le bébé qui était décédé de la mère qui l'avait abandonné dans le... Tu as écrit un texte là-dessus qui m'a profondément touchée parce que tu as écrit sur le fait que tout le monde la jugeait, mais quand est-ce que nous autres, on l'a abandonnée, elle? Quand est-ce qu'en tant que société, on a laissé des choses comme ça qui puissent arriver? Et ce texte-là est venu me bouleverser là, dans le plus profond de mon être. Puis j'étais comme, wow, c'est exactement ça. Puis je trouve que tu as cette facilité-là à venir exprimer de l'inconfort que tout le monde, au final, devrait réfléchir à. Quand on dit l'éléphant dans la pièce. Ouais. Ah, c'est lui. C'est moi. Lui, oui. Non, mais, tu sais, il y a un malaise, il y a quelque chose, mais toi, tu l'abordes... Ouais. C'est bon, c'est important pour moi qu'on regarde les choses sous différents angles. Il y a une phrase que j'ai entendue, j'étais jeune, là, début vingtaine peut-être, là, quand tout le monde pense pareil, il y a des grandes chances que tout le monde se trompe. Puis je me dis qu'on peut faire des erreurs monumentales avec ça, là. Fait que quand tout le monde pousse dans un sens, moi, je suis portée à prendre un pas à côté puis d'aller regarder d'autres angles parce que ça me fait peur, moi, ça. Quand on fonce tout le monde tête baissée en se disant « c'est ça, puis c'est tout », tu sais, ça me rend inconfortable. Fait que comment on peut regarder une situation sous différents angles? Puis je pense qu'on avait un angle mort dans cette situation-là. La dame a accouché toute seule dans un abribus en plein hiver, puis elle a laissé son bébé là, puis elle est partie dans un centre d'hébergement, tu sais. Clairement, puis quand je dis que les plus démunis veulent fondamentalement le meilleur, c'est qu'elle était très, très, très démunie, cette femme-là. Intérieurement, psychologiquement, émotionnellement, c'était très lourd, là, vivre ça comme ça. Je comprends donc. Puis le bébé, il en est décédé, tu sais, puis là, on la mettait là, au bûcher, là, vite. Là, c'est coupable, là. C'est épouvantable ce qu'elle a fait. Avez-vous une idée de ce qu'elle a vécu pour se rendre là? C'est juste... inconcevable. La plupart d'entre nous, on n'est même pas capable d'imaginer ça. La gravité de cette vie-là, la lourdeur de cette vie-là pour en arriver là. Puis moi, j'avais envie qu'on parle de ça. Puis qu'on... C'est pire qu'un suicide. Ouf. Parce que c'est de tuer quelqu'un, dans le fond. Mais t'es rendu là. Tu sais, c'est elle qui est en détresse. Il n'y avait pas d'autre issue pour elle ce soir-là que de faire ça, de vivre comme ça. Ouais. Ça montre à quel point on l'a échappé, là. Est-ce que, parenthèse, sans nommer de nom, est-ce que cette femme-là, elle est revenue mettons, avez-vous des nouvelles? Ben moi, je ne l'ai pas croisée jamais. Moi, j'ai juste été témoin de la situation. OK, vous avez vu le... Comme tout le monde au Québec, dans les médias, est-tu encore vivante? J'ai aucune idée. Ce que je sais, par contre, c'est que, puis ça rejoint ta mission, puis je pense que c'est peut-être pour ça que ça a percuté aussi fort, c'est que il y a une intervenante du centre où elle s'est retrouvée qui parlait qu'elle avait fait 26 téléphones pour une autre maman enceinte sans domicile, puis elle a trouvé aucun espace pour la placer nulle part. Fait qu'on a un angle mort au Québec, c'est les femmes en situation d'itinérance, les femmes en situation d'itinérance enceintes. Tu sais, on n'a pas d'espace pour s'occuper de ces femmes-là. Moi, ça, là, ça me fait capoter. Ben, je comprends. Qu'on soit dans un pays riche comme ici, qu'on ait accès... Tu sais que
Oh, mon Dieu, je vais partir, là. Je vais me choquer, là. Non, mais t'as raison, parce que, tu sais, puis je prends comme exemple, juste pour te laisser prendre ton souffle. Mais t'as la YWCA qui fait un travail extraordinaire à Québec, je pense aussi à Montréal. Puis il dit ouvertement, haut et fort, il manque de place. Il refuse des dizaines de femmes par jour. Ouais. Ah ouais. C'est incroyable, là. Là, c'est pas parce qu'on veut des nouveaux établissements ou des nouveaux lits ou des nouveaux... Non. C'est qu'on refuse des femmes. Puis là, quand tu refuses cette femme-là, elle va où? Elle fait quoi? Alors, je salue mes amis de la YWCA. C'est vraiment un fléau. Puis on dirait que d'année en année, parce que ça fait déjà 2-3 ans que j'ai fait une entrevue avec cette équipe-là, là, puis c'est encore pareil, là. Ah oui. Bien, on parlait tantôt de mission. Tu sais, nous, avec le BNL, c'est beaucoup les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais quand tu appelles dans un centre, ça te prend tout ton petit change, là. Tu sais, tu as pris tout ton courage à 2 mains pour faire ce téléphone-là puis te dire « j'ai besoin d'aide ». Bien, les dernières statistiques disaient que c'est à peu près 4 à 8 semaines d'attente. Fait que tu as pris tout ton courage pour faire cet appel-là, puis on dit « ouais, laisse-toi frapper encore 8 semaines, puis après ça, tu pourras peut-être avoir une place. » Tu sais, c'est vraiment... puis je pense que ce que tu apportes dans ta façon de travailler avec l'hypnose, parce que je m'en vais de ce côté-là. Merci. Avec l'hypnose, puis tout, ben je pense que ça peut aider aussi collectivement, parce que si on est toutes plus... Conscient, oui, de ce qu'on fait, de ce qu'on dégage, de la façon qu'on le fait, de notre énergie, ben je pense qu'on est tous gagnants à t'écouter. Puis je vais te laisser parler de ce que tu fais pendant que... Oui, avec l'hypnose. Moi, j'ai hâte qu'on parle de ça. Ah, on parle de ça, là? Ben oui, on est rendu. Il parlait tantôt qu'il en faisait de l'auto-hypnose puis tout. Moi, j'adore ça. Ça fait une dizaine d'années. Plus que ça. Je pense, ouais, c'est ça. J'avais 40 ans. Ça fait 19 ans. Fait que, non, j'adore. Mais nous autres, les premiers, dans ce temps-là, en tout cas, là, 19 ans, c'était des cassettes. Puis là, t'écoutais la cassette. J'en ai eu une cassette. Oui? Oui. Puis tu voyais un peu qu'est-ce qui se passait. Puis là, t'as des petits sons. Puis là, t'avais un guide qui t'expliquait, là. Puis là, puis c'est drôle parce que ma fille, elle a 22 ans, Rosie. Puis, une de mes filles, Kellyanne, elle est plus vieille, mais Rosie, à 19 ans, elle a peut-être une dizaine d'années, quand il y avait des petites périodes comme ça d'anxiété ou de stress ou peu importe, on travaillait ça ensemble, puis elle aimait ça. Puis regarde, aujourd'hui, elle est policière, puis elle voit des choses, hein, on s'entend, policier, là. Un peu, tu sais, ils n'ont pas des accouchements tous les jours, mais tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis c'est ça, eux autres sont bien zen avec ça. Je pense que l'auto-hypnose a travaillé très, très fort là-dedans. En tout cas, j'ai hâte d'entendre une professionnelle. J'ai pas de misère à le croire. Moi, ça l'a changé ma vie. En fait, j'ai envie de dire que ça l'a sauvé ma vie. Ça l'a sauvé ma vie parce que j'étais déjà prisonnière de moi-même. Fait que pour sortir de là, ça me prenait des outils. Puis tu sais, je le dis souvent, je le répétais encore, la première fois qu'on m'a parlé d'hypnose, c'était ma doula, enceinte de mon premier bébé, qui m'a dit « Je pense que ça pourrait être bon pour toi de faire l'hypnose. » Puis tu veux-tu savoir ce que j'y ai répondu? Oui, on veut ta réponse, c'est sûr. J'y ai dit « Oh non, moi je crois pas à ça, ces affaires-là. » Ben oui. Comme 99% des gens avec qui tu dois t'es confronté à cette réponse-là. Oui, parce que pour plusieurs, de l'hypnose, c'est mesmer. Là. Tu vas faire la poule sur un stage. Ben oui. Tu vas aller starter ton char et t'es resté pas de clé, tu sais. C'est ça. Ah non. C'est spectaculaire. C'est quelque chose d'intouchable. Ben c'est le nom aussi, hein. Le nom hypnose. Puis ils n'ont pas encore, en tout cas, du moins, ils n'ont pas encore trouvé un autre nom, là. Mais je veux dire... Bien, on a acheté cette idée-là, que c'était quelque chose de spectaculaire, que c'était une autre personne qui avait le pouvoir sur toi aussi. C'est très inconfortable pour les gens qui ont de l'anxiété, qui ont des traumas, de se mettre dans une situation où quelqu'un d'autre a le pouvoir sur soi, là. Moi, c'était non, là. Il n'est pas question qu'on joue à ça. Non. Il n'y en est pas question. Moi, me voir en avant, là, couché sur le dos, en train de relaxer, là, non, vraiment pas. Pendant que je suis assis ici, puis je me vois en avant, non, bien, c'est ça qui se passe pareil. On parle du subconscient puis du conscient. C'est toujours ça qui se passe. On est toujours... On vient dans la lune. Il y a différents états de conscience. Ouais. C'est ce que j'ai appris à la dure, parce que moi, quand on m'a parlé d'aller faire des formations en hypnose après ça, tu sais, je voulais pas y aller, ça me tentait pas, puis j'étais la pire élève de la classe, puis personne voulait travailler avec moi parce que c'était dur, parce que j'étais pas
disponible, j'avais beaucoup, beaucoup de résistance. Mais je pense que ça, c'est ma grande richesse, finalement, parce que le fait que j'ai laissé ça entrer, j'ai réussi à travailler avec moi-même à un moment donné, ben fait qu'il n'y a plus grand monde qui me résiste. Excusez, là, j'ai un problème de chaise. Ça m'a fait ça. Tantôt, hein? OK, salut, je suis revenu. Je suis rendu en dessous de la terre. Ben oui, ben, c'était pas... J'ai rien à voir là-dedans. Non. Je suis pas hypnotisé, là. Ouais. Fait que ça, c'est ça. On pense qu'il faut croire à quelque chose alors que ça n'a rien à voir. C'est très scientifique, c'est très documenté. C'est ça que j'allais aussi. dire, c'est très scientifique. Vraiment. C'est vrai, là. Ça veut dire c'est pas... Les gens vont en hypnose tous les jours sans savoir que c'est ça qu'ils font. Quand t'es dans la lune, là, où tu penses que t'es? Ben, t'es en état de transe. Dans la lune, là. Hein? Je dis pas que t'es chaud, là. Pas quand t'es chaud, quand t'es dans la lune. Oui. Hein? En tout cas, c'est... Moi, comment on me l'avait expliqué, là, c'est un peu comme, tu sais, quand tu fais tes rides de char, tout le temps la même affaire. Fait que tout le temps le même trajet, puis tout. Puis là, maintenant, t'es rendu, mais tu sais pas trop comment tu t'es rendu. Genre... Ça, c'est dangereux, par exemple. C'est quoi? S'il y a une place où tu veux pas être en hypnose, c'est en char. Mais c'est le même qu'on me l'a expliqué, c'est que des fois, ben, tu sais, toi-même, tu vas tomber en mode hypnose, mais... Un exemple que j'aime beaucoup donner, là, c'est... Parce que l'état de transe, tu l'as nommé dans la lune, quand on lit, quand on écoute la télé, on est en état de transe. Ben oui, tout à fait. Puis devant un film, là, devant un bon film, on le sait, là, que ce qu'on regarde, c'est pas vrai. Que le monde, ils sont déguisés, qu'il y a des effets spéciaux, c'est arrangé avec le gars des vues. Seul dans le bois, mais il y a une caméra qui la suit. Ben voyons donc. On sait que c'est faux. Ben oui. Mais notre corps, notre cerveau fait pas la différence. Non. Alors, on réagit pour vrai. On pleure. On transpire. Notre rythme cardiaque change. On vient les mains moites. On réagit réellement à quelque chose qu'on sait faux. C'est ça, le pouvoir de l'hypnose. C'est ça, le pouvoir de la suggestion. Notre cerveau fait pas la différence. Fait qu'on peut utiliser... C'est une compétence qu'on peut utiliser à notre avantage pour aller vers un sujet précis, travailler quelque chose de ciblé, que ce soit pour la naissance, que ce soit pour l'anxiété. C'est un outil. C'est un outil Puis incroyable. Avec, let's go. Prenez-les, Yann. Je vais garder ce bout de clip-là du podcast pour expliquer à mes enfants pourquoi, même après 300 fois que j'écoute le même film, je braille pareil. Je le sais qu'il est pas mort, le bonhomme. Je le sais. Mais je braille pareil. T'es en état d'hypnose, puis t'acceptes la suggestion, puis tu apprécies le voyage que ça te fait faire. Tu l'aimes, ce film-là. Tu l'apprécies, tu sais... il y a un film, en fait, non, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Respirer. Oui. J'ai vu ça. C'est vrai, là. On est tout seul. C'est une satire, ça, non? Pardon? Attends, c'est pas une satire, ça? C'est pas une série... Non, c'est une série... me semble que c'est une série parce qu'il y avait plusieurs émissions. Je me trompe. Puis Respirer, c'est que la femme est toute seule dans le bois. Elle devient, après un crash d'avion, elle est toute seule dans le bois. Puis, mais là, elle vient à un moment donné qu'elle parle avec des gens, puis son image, tu sais, elle raconte les jours, elle a été trop... Pas comme Seul au monde, mettons, le film avec Tom Hanks, ça me fait penser à ça. Un peu, parce que là, il faut que tu te débrouilles. Puis là, t'es vrai que t'es avec toi-même. Puis là, c'est les souvenirs, c'est la peur aussi. La peur aussi, à un moment donné, prend le contrôle, parce que... Ça, c'est tellement intéressant, parce que les gens qui reviennent d'expériences comme ça, ils se font dire « Oh my God, t'as survécu, je sais pas comment t'as fait, j'aurais jamais été capable. » Ben moi non plus, tu sais, je ne savais pas que j'étais capable. Le fait d'être je ne savais pas que j'étais capable jusqu'à temps que je le fasse. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de l'importance de faire des sorties de zone de confort. Out of the box. Oui, parce que tant que tu restes dans ta zone confortable, tu peux pas grandir. Non. Moi, des fois, je mange 2 sacs de chips. non, mais c'est vrai, au lieu d'en manger juste un, juste pour voir. Je sors de ma zone de confort. Ça m'arrive, ça. Puis, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça donne des petits pour l'air. C'est plate, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bon, les chips. Moi, j'aime beaucoup Dominique Paquette quand il nous parle de salad chip. Ah ouais, hein? Dans son salad chip. Mais j'aime ça, ce qu'on dit, parce qu'à quelque part, les gens qui sont en affaires, ils vivent ça, ce stress-là, cette anxiété-là. Oui. Tu sais, on parlait de Caroline, tantôt, elle a une équipe, elle a à faire runner, tu sais, puis là, vous amenez le côté humain qui est important. Tu sais, on a parlé beaucoup avec Caroline. Totalement. Si c'était pas une femme axée sur l'humain, peut-être que des gens qui sont trop directifs, des fois, ils ont de la misère avec ça, à développer leur leadership. Fait que le côté humain est très fort. Côté maladie? Oui. T'es plus souvent avec des gens malades? Malades, oui, puis non, dans la mesure où les gens qui veulent... Tu
sais, tu as dit tantôt la croisée. S'il allait mal, ben là, il y a comme une période où il faut que ça aille mieux. Bien, c'est tout un processus, là. Déjà, recevoir un diagnostic, traverser les traitements, aller en rémission, vivre une rechute. C'est vraiment, pour moi, des chapitres différents d'une histoire. Puis ça ne s'accompagne pas de la même façon. Tu le traverses pas de la même façon. Souvent, tu sais, le diagnostic, tu sais, on a encore l'image de la chaise qui bascule. On avait eu des pubs là-dessus. Vous rappelez-vous de ça? Oui. Ouais. C'est souvent... Il parlait au ralenti en partant, là. Puis là, tu sais, un coup de pelle d'en face, tu reçois un diagnostic comme celui-là, t'encaisses ça, tranquillement, tes proches vivent sensiblement la même chose que toi. La façon que tu traverses ça, puis après ça, les traitements, puis après ça, la rémission, c'est complètement différent parce que tu n'es pas à la même place. La plupart du temps, la rémission est souvent plus difficile parce que tout le monde est parti. Tu es tout seul avec le nouveau toi. Tu sors pas indemne d'une expérience comme celle-là. Tu as sorti de ta zone de confort à plein de niveaux. Fait que là, t'es grandi, des fois, t'es meurtri parce que tu peux avoir vécu des chirurgies, ça peut avoir changé ton corps, t'es en perte de repères. Puis là, ben, t'as besoin d'un espace. T'as besoin d'un espace pour te reconnaître, pour te retrouver à travers ce que tu viens de traverser. Fait que moi, j'arrive dans l'équation à toutes sortes de moments. Puis ce qui est intéressant, peut-être, c'est que l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui se pratique tout seul. Oui, tu n'as plus besoin de ton avec coach. Une autre personne. Fait que, exact. On peut initier, tu sais, moi, je peux initier quelque chose, personnaliser mon approche à ce que la personne est en train de vivre, mais ça se travaille de façon autonome. Fait que le programme est fait pour t'accompagner indépendamment de où tu te trouves sur ta route, dans ton expérience, dans ton histoire, que ce soit dans la maladie grave, que ce soit dans la naissance, que ce soit dans la gestion du stress au quotidien, peu importe, dans le deuil, tout ça. Aujourd'hui, je crée des programmes qui accompagnent ces espaces-là, ces périodes-là, ces chapitres-là, de façon à... Pour moi, ma quête, c'est toujours d'essayer de trouver le mot le plus juste qui fait en sorte que ça va résonner chez la plus grande majorité des gens. Le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est ça, c'est que ma parole est juste, que le mot est juste, que, Caroline, que j'ai compris. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai compris. J'ai compris, oui. Parce que c'est ça qui permet d'aller à la rencontre de soi, d'ouvrir la barrière mentale, puis d'aller dans le cœur, d'aller à la rencontre de soi. Fait que ma démarche est vraiment basée là-dessus. Ouais, ça m'a tellement parlé, là. Ça m'a tellement parlé. Moi, j'adore. Je vois le temps passer, puis je me dis, mon Dieu, il va falloir... Prise 2, hein, maintenant? Il va falloir t'en revenir. Ben oui, il va falloir qu'on en refasse une entrevue avec toi, parce que il y a plein de domaines qu'on n'a pas eu le temps de... Ben, pas eu le temps. Mais là, dans les 10 pages là, que ton ben, c'est chat ça. a sorti, là... Tu veux-tu savoir tout ce que j'ai? Ça n'a Oui. pas de bon sens. Donc, moi, ce qui m'impressionne, je reviens au côté affaires. Moi, ce qui m'impressionne dans ton histoire, c'est que, là, tu l'as dit tantôt, j'ai découvert un métier. Mais là, tu en as fait une business, tu en as fait un écosystème. Oui. C'est hot, là. On parle de formation, on parle de livres, on parle de méthodes, d'enseignement, on parle... Tu formes des gens maintenant à faire... T'en as fait une business. Bravo. Non, mais c'est hot. Oui, c'est hot. T'as pris toutes les perches qu'on t'a tendues, puis t'as fait ta propre perche que toi, tu tends aux autres, puis t'as rendu ça lucratif. C'est un système de perche que j'ai fait. C'est vraiment ça que j'ai fait. Parce que je sais reconnaître la valeur d'une perche tendue, puis, tu sais, je porte quelque chose qui est particulier. Tu sais, je le conçois, c'est difficile à expliquer. Ma fille arrête pas de me dire « Maman, je suis pas capable de dire à mes profs qu'est-ce que tu fais dans la vie. » Mais je pense que c'est utile. Puis moi, je voulais pas nécessairement avoir une grosse vie, mais je voulais avoir une vie utile. Oui, tu voulais faire une différence. Hein? Faire une différence, adoucir, apaiser, rassurer, réconforter, aimer. C'est toutes des dérivés de l'amour, on revient à ça. T'es comme la reine de la jungle. Mais non, mais c'est ça, la reine de la jungle. On l'a trouvé. J'aime ça. Hein? J'aime vraiment ça. Tu sais, Tarzan et Jane, là, c'est pas tout à fait faux, là. Mais où on s'est rendu? On est rendu dans la jungle. Il faut rester dans la jungle. Moi, c'est mon commanditaire, c'est dans la jungle des affaires. Il faut que je continue à parler de lui, j'ai pas le choix. C'est bien correct. Mais comment on peut te rejoindre, là? Comment les gens là, qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent « Hey, wow, moi, je veux la connaître, cette fille-là, Annick, je veux la rencontrer, je veux passer du temps à y expliquer mes bébites. »
Parce qu'on a... Non, mais c'est vrai, on a tous des bébites. J'appelle ça des bébites, là. Bien, ça dépend de ce que tu as de besoin. Oui, parce que là, tu as créé quelque chose de bien trop large. La première question à se poser, c'est de quoi j'ai de besoin? Ouais. Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? OK. Est-ce que c'est de mettre un pied dans cet univers-là, d'aller voir un petit peu, tu sais, comment qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte? Ça, c'est vraiment... On va sur mon site Internet, on va voir mon blog, on va voir mes réseaux sociaux, puis on regarde, tu sais, on flirte. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que c'est intéressant? J'aime ça. Il y a déjà des pistes de réflexion qui sont là, disponibles. J'écris beaucoup, moi, c'est ça mon... Oui, bien ton blog est très intéressant en passant. Il est très éducatif, surtout. On apprend beaucoup. Moi, je suis allé pitonner un petit peu, puis je trouve qu'on apprend. Merci. Il y a plein de choses, je n'ai pas tout ça dans la tête, là, mais il y a plein de choses que j'ai appris. Ben oui, c'est un peu ça le but. Tu sais, un blog, c'est quelque chose d'informatif, c'est quelque chose d'éducatif. Après ça, est-ce que tu as envie de travailler sur toi? Est-ce que tu as envie de t'investir en toi? Est-ce que tu as envie de t'impliquer, de t'engager envers toi? Tu dis non, ça ne vaut pas la peine. Ben, si tu dis que ça vaut pas la peine, j'aimerais ça qu'on prenne un petit 15 minutes ensemble pour s'en parler. Bon. Parce que si tu dis que ça vaut pas la peine, il faudrait qu'on se parle. OK. Parce que c'est comme pas mal ton plus gros projet, là. Hein? Dis, là. Ouais, c'est pas mal ton plus gros. Ouais, dis, si tu dis que ça vaut pas la peine de travailler sur toi un petit peu, ben là, je veux qu'on se parle. C'est très important parce que t'es le projet de ta vie. Après ça, il y a tes enfants puis tout le reste, mais tu sais, on passe une vie dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur. C'est important d'être bien chez soi. C'est important d'être... dans son autorité aussi intérieure. Puis, ben c'est ça. J'ai une couple de pistes de réflexion, déjà, juste pour voir à quel point tu trouves que ça vaut pas la peine. Puis, moi, je suis convaincue que tu vas trouver que ça le vaut vraiment. Annick Bourbonnais, merci. Ça fait plaisir. Belle entrevue. Ça va vite, hein? 50 minutes? Ça va vite, oui. On aurait pu jaser ça jusqu'à minuit à soir. C'est vrai. Je l'avais dit, quand on part, il n'y en a pas de problème, là. Parce que là, en plus, vous deux, là, je pensais perdre le contrôle au début. Ah ouais? Ben là, je vous voyais aller, mais c'était le fun. Moi, quand je dis perdre le contrôle, au contraire, on a du fun là-dedans. Lauriane, merci beaucoup, encore une fois. Ben oui. On va se revoir tantôt. Ben on a un troisième invité. Monsieur Ménard. Mais moi, attends un petit peu. Là. Moi, je veux vous féliciter pour l'initiative d'aujourd'hui. Ah oui? Ben merci. Je veux te dire bravo parce que tu as fait tes devoirs. Puis c'est vraiment... ça fait une différence énorme d'arriver auprès de gens qui sont préparés puis qui savent où qu'on s'en va. Oui. OK, merci. Ben, t'es gentil. Puis peut-être un conseil à d'autres podcasteurs ou podcasteuses. Prenez le temps de découvrir votre invité avant de le recevoir, parce que ça paraît un crime. Ça fait une différence. Oui, puis quand on vous écoute, des fois, on se dit, il me semble qu'il ne sait pas de quoi. Sais-tu, c'est qui? À la radio, on vivait ça. Moi, j'étais avant à la radio, puis on vivait ça beaucoup. Ouais, 2h15, tu reçois Nick Bourbonnais. Hein? Mais c'est qui? De quoi? Elle vient, elle fait telle affaire là, dans tel domaine. Parce que si tu dis c'est une doula, ben là, moi, tu viens de me mettre dans un espace qui m'appartient plus aujourd'hui. Ben c'est plus là que j'œuvre, tu sais. Est-ce que ta première doula, puis là, on s'étire, écoute, c'est sûr qu'on va défoncer le temps. Mais est-ce que ta doula, ta première que tu as engagée, est-ce qu'elle sait que tu as formé des doulas? Ah oui, elle me regarde aller encore aujourd'hui. Elle est encore ma doula. Ah, wow. De façon... Mais c'est un peu, moi, je vois ça un peu comme les arts martiaux. Oui. T'es-tu d'accord? Un sensei. Tu sais, moi, j'ai eu une école de karaté. Je vais saluer Gaétan, puis Stéphane Brown, puis Jean-Philippe Boivin. Charbonneau, Bourbonnais. Non. Le père à Jean-Philippe, parce que j'ai vu Jean-Philippe dernièrement. C'est mes 3 élèves ceinture noire, les premiers, que j'ai montés de blanche à noir, tu sais. Puis ils sont rendus 6e dan. Wow! Ça, c'est tout un commitment. C'est quelque chose. Oui. Là. Moi, j'ai arrêté 3e dan. Mais ces gars-là ont continué. T'es fier. Gaétan est 6e dan, je le félicite, Gaétan Bernier. Ben c'est ça, je vois ça un peu, le parallèle. Oui. Je me suis beaucoup impliquée. Pendant des années, j'étais présidente de l'Association québécoise des doulas. Oui, j'ai vu ça aussi. Moi, je suis très investie. C'est sûr que la périnatalité... Il y a une association de ça, là. Oui. Les gens qui vont dire, c'est quoi c'est une doula, dans mon nouche? Hey, va voir, lis un peu. Il y a une association. Oui. Tu as été la présidente. Ben oui, je l'ai vu ça. Pendant quelques années, Puis, tu sais, pour moi, changer le monde, c'est changer la racine, l'arrivée du bébé, l'accueil de cet être-là, de ses parents qui vont en prendre soin. Si on s'investit là, puis qu'on donne de l'amour là, j'ai bon espoir que demain peut être différent. Bien, surtout pour cet enfant-là. Parce pour ses parents aussi. Oui, ses parents aussi. Parce mais que là, on parle les enfants, on n'a pas demandé, on ne choisit pas nos parents. Hein?
Non, effectivement. Ben, il y a des gens qui pensent autrement. Moi, je crois profondément que j'ai choisi mes parents. Ah oui? Même si ça n'a pas été rose. OK. Mais c'est incarné dans cette vie-là. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine... Peut-être moi, c'est peut-être moi la jungle des affaires, par exemple. Là, on va tomber dans la jungle. J'ai choisi mes parents. Hey, la gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.